En 1992, alors que j'avais 33 ans, j'ai interrogé un Bigfoot. Pas questionné, ni interviewé. Interrogé dans le sens d'un interrogatoire formel du FBI sur un suspect en détention fédérale. Ce qu'il m'a révélé sur l'humanité, sur notre vraie nature et notre avenir, était si dérangeant que l'information a été immédiatement classifiée au plus haut niveau. J'ai gardé ce secret pendant 33 ans, mais je suis vieux maintenant, et certaines vérités doivent être dites avant de mourir avec ceux qui les connaissent. Je m'appelle Daniel Cross. En septembre 1992, j'étais agent spécial senior affecté à l'unité des sciences du comportement de l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie. J'avais passé les 8 années précédentes à profiler des tueurs en série, à étudier la psychologie criminelle et à enseigner les techniques d'interrogatoire aux nouveaux agents. J'étais doué pour décrypter les gens, pour comprendre leurs mécanismes internes, pour les faire parler quand ils ne le voulaient pas. C'est pourquoi ils m'ont appelé quand la garde nationale a ramené quelque chose qui n'aurait pas dû exister. L'appel est arrivé à 2h47 du matin, le 18 septembre 1992. Quand j'ai rappelé depuis ma ligne sécurisée, une voix que je ne connaissais pas m'a ordonné de me présenter à l'entrée nord de Quantico dans 45 minutes, aucune explication. Je me suis habillé en vitesse et j'ai roulé dans l'obscurité d'avant l'aube. À l'entrée nord de Quantico, 2 hommes en civil mais à la posture militaire ont vérifié mes accréditations 3 fois avant de me dire de suivre leur véhicule. Nous nous sommes enfoncés profondément dans des zones d'entraînement réglementées, puis nous sommes descendus dans ce qui semblait être une entrée de service, mais qui était en réalité une cage d'ascenseur menant à une installation souterraine. Le complexe en dessous était digne d'un thriller de la guerre froide. Des couloirs en béton éclairés par des néons, des gardes armés tous les 15 mètres. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes avant d'arriver à une salle de conférence où 12 personnes étaient déjà réunies autour d'une table en métal, couverte de photographies, de documents et d'échantillons biologiques dans des conteneurs scellés. C'est là que j'ai rencontré le docteur Sarah Martinez, une biologiste de Johns Hopkins. Elle devait avoir la quarantaine, le regard perçant et visiblement épuisé. À côté d'elle se trouvait un colonel de l'armée américaine nommé Hendricks, 2 scientifiques de la DARPA, 3 autres officiers militaires et plusieurs personnes en costume qui ne se sont jamais présentées, mais qui arboraient cette immobilité particulière qui criait « CIA, agent Cross », a dit le docteur Martinez sans préambule. Il y a 3 nuits, une unité de la garde nationale en manœuvre nocturne dans les montagnes des Cascades, dans l'État de Washington, a détecté une signature thermique anormale. Ils l'ont suivi pendant 6 heures avant d'encercler et de maîtriser ce qu'ils pensaient. Initialement être un fugitif ou peut-être un ours. Elle a fait glisser une photographie sur la table. Elle montrait une créature d'environ 2,30 m, couverte de poils brun-roux foncé, avec un visage à la fois humain et complètement étranger. L'ossature était massive, une arcade sourcilière proéminente, un nez plat, une mâchoire qui semblait capable de broyer des os. Mais les yeux arboraient une expression que j'avais vue des centaines de fois en salle d'interrogatoire. Un mélange de calcul et de peur. « Il n'a pas fui », a dit le colonel Hendricks. Quand ils l'ont encerclé, il a levé les mains et s'est agenouillé, comme s'il comprenait ce qui se passait, comme s'il se rendait. J'ai regardé les autres photographies étalées sur la table. Des empreintes de pas de 43 cm de long. Des échantillons de poils au microscope. Des mesures indiquant que la créature pesait environ 295 kilos de ce qui semblait être du muscle presque pur. « Vous m'avez fait venir pour interroger un Bigfoot », ai-je dit. « Nous vous avons fait venir parce qu'en 3 jours de captivité, ce spécimen a démontré une intelligence évidente, » a répondu le docteur Martinez. « Il réagit aux ordres vocaux, il montre des capacités de résolution de problèmes.
Hier, il a utilisé des bâtons pour dessiner des motifs géométriques dans la terre de sa cellule Agent Cross. Ce n'est pas seulement un grand primate, c'est quelque chose qui pense. L'un des scientifiques de la DARPA s'est penché en avant. L'armée veut mener une étude anatomique complète. Nous avons 1 semaine pour prouver qu'il a plus de valeur vivant que mort. Si vous pouvez établir une communication, a dit le docteur Martinez, si vous pouvez démontrer que cette créature possède un langage, une culture, son statut de personne, alors peut-être pourrons-nous les convaincre de nous laisser l'étudier à long terme au lieu de... Elle n'a pas fini sa phrase. Ce n'était pas la peine. Où est-il maintenant? Ai-je demandé. Cellule de détention D7. Ce matin, il a essayé de parler. Qu'a-t-il dit? Nous n'en sommes pas sûrs. La vocalisation était presque humaine, comme quelqu'un avec de graves lésions aux cordes vocales qui essaierait de former des mots. Mais l'intention était claire, il essayait de communiquer. Ils m'ont conduit à travers d'autres couloirs, à un niveau inférieur, en passant plusieurs points de contrôle. À travers la vitre d'observation, je l'ai vu pour la première fois en personne. Les photographies n'avaient pas réussi à capturer la présence pure de la chose. Il était assis sur le sol en béton dans un coin, les genoux relevés, ses bras massifs enroulés autour de ses jambes. Alors que je l'observais, il a levé la tête et a regardé directement la vitre, vers moi, et j'ai su, avec une certitude absolue, qu'il y avait un être pensant derrière ses yeux. J'aurais besoin d'une salle d'interrogatoire en bonne et due forme, ai-je dit, une table, 2 chaises et du matériel d'enregistrement, et j'y vais seul. Agent Cross, cette chose pourrait vous briser en 2. Il ne le fera pas. Parce qu'il veut parler, regardez-le. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de l'espoir. 6 heures plus tard, j'étais assis en face d'une créature qui n'aurait pas dû exister, une table en métal entre nous. Sur celle-ci, un magnétophone à bande, dont les bobines tournaient lentement. J'ai croisé les mains sur la table et j'ai commencé avec la même question que j'avais utilisée pour débuter un millier d'interrogatoires. Avez-vous un nom? Les yeux de la créature ont fixé les miens pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il a ouvert la bouche et a produit un son bas et guttural, mais avec une structure claire, K-Lin. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix calme. Kalin, c'est votre nom? Un hochement de tête, clair et délibéré. Je m'appelle Daniel. Je suis ici pour parler avec vous. Comprenez-vous l'anglais? Oui, un peu difficile de parler. Les mots sortaient lentement, chacun un effort, mais ils étaient sans équivoque. Au cours des 6 heures suivantes, nous avons parlé. L'élocution de Kalin était laborieuse, son anatomie vocale n'étant pas conçue pour le langage humain, mais il était déterminé. Il m'a raconté des choses qui allaient tout changer. Son peuple s'appelait les Saskat. Ils n'étaient pas des animaux, ils n'étaient pas primitifs. Ils avaient un langage, des structures sociales complexes, de l'art, une histoire, des traditions orales transmises de génération en génération. Ils vivaient dans les forêts d'Amérique du Nord depuis des milliers d'années, observant l'humanité s'étendre sur le continent, apprenant à rester cachés, apprenant à survivre alors que nous abattions leurs forêts et les chassions jusqu'à l'extinction. Combien d'entre vous reste-t-il? Ai-je demandé. L'expression de Kalin s'est alourdie. Peut-être 60. Tous clans confondus. Nous sommes un peuple qui se meurt. 60. Dans toute l'Amérique du Nord. Une espèce au bord de l'extinction, et nous ne savions même pas qu'ils existaient. Pourquoi les avez-vous laissés vous capturer? Ai-je demandé. Vous auriez pu vous échapper. Vous connaissez ces forêts mieux que n'importe quel humain. Parce que, plus le choix, a dit Kalin, nous cacher, nous mourir lentement. Peut-être humains nous tuer tous un jour. Ou peut-être... Il a fait une pause, luttant avec les mots. Peut-être certains humains
différents. Peut-être certains humains écoutés, peut-être certains humains aidés. Vous avez pris un risque énorme en venant à nous. Plus grand risque, a-t-il acquiescé. Les anciens ont dit non, on dit humain seulement détruire. Mais moi je dis, nous mourrons déjà. Au moins comme ça, nous essayons, nous tendons la main, nous espérons. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Cet être, cette personne, avait tout misé sur l'espoir que l'humanité puisse choisir la compassion plutôt que la peur. Et dans une semaine, à moins que je ne puisse prouver sa valeur, ils allaient le disséquer. « Je vais vous aider », ai-je dit. « Je ferai tout ce que je peux. » Kalin m'a étudié pendant un long moment. « Pourquoi ? Toi pas connaître moi. Moi pas humain. Non. Mais vous êtes une personne, et ce qui est sur le point de vous arriver est mal. » Au cours des 5 jours suivants, j'ai tout documenté. Kalin a dessiné des cartes des territoires des clans. Il a expliqué leur structure sociale, leur système de croyances, leur histoire. Il a fait la démonstration de concepts mathématiques, m'a montré leur langue écrite, des symboles bruts mais fonctionnels gravés dans l'écorce. Il a chanté des chants transmis depuis des siècles. Le docteur Martinez et son équipe ont tout consigné. Les preuves étaient accablantes. Ce n'était pas un animal. C'était une espèce intelligente, aussi humaine dans ce qui comptait que n'importe qui. Mais l'armée n'était toujours pas convaincue. Le 6e jour, le colonel Hendrix m'a informé que la dissection était prévue pour le lendemain matin, à moins que je ne puisse fournir quelque chose de plus convaincant. « Que vous faut-il de plus » ai-je exigé. « Il parle, il pense, il crée de l'art, il a une culture. » « C'est un seul spécimen », a dit froidement un responsable de la DARPA. « Pour ce que nous en savons, c'est une anomalie. Nous devons comprendre ce qui le rend différent. » Ce qui le rend différent, c'est que c'est une personne et vous êtes sur le point de commettre un meurtre. Cette nuit-là, Kalin a joué sa dernière carte, désespéré. Il m'a demandé d'amener quiconque voudrait écouter, quiconque ayant de l'autorité. Je leur dirai la vérité sur ce que nous voyons, sur ce que les humains font, sur ce qui arrive. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu. Des gradés de l'armée, des scientifiques, des agents de la CIA. Nous nous sommes entassés dans la salle d'interrogatoire. À minuit, Kalin s'est levé, sa grande taille imposante dans le petit espace, et a commencé à parler. Il leur a raconté comment ils observaient l'humanité depuis des milliers d'années. Comment ils nous avaient vus chasser la mégafaune jusqu'à l'extinction, comment ils nous avaient vus brûler les forêts, comment ils nous avaient observés nous faire la guerre pour des ressources tout en ignorant les conséquences à long terme. Il leur a parlé des prophéties Saskat, transmises de génération en génération, qui prédisaient que l'humanité détruirait les forêts, réchaufferait le monde et finirait par s'autodétruire si nous n'apprenions pas à vivre différemment. Vous nous qualifiez de primitifs, a dit Kalin, sa voix plus forte maintenant, portée par le désespoir. Mais nous survivons dans la forêt depuis des milliers d'années sans détruire, sans prendre plus que ce dont nous avons besoin. Vous, les humains, vous êtes intelligents. Vous construisez des villes. Vous volez dans le ciel, mais vous ne pouvez pas vivre sans détruire. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est une maladie. Le changement climatique est réel, a-t-il poursuivi. Nous le voyons. Les animaux le voient, les arbres le voient. Les humains le voient aussi, mais ne veulent pas y croire. Nous pouvons vous apprendre à vivre avec un monde qui change au lieu de le combattre. Comment faire partie de la forêt au lieu d'être l'ennemi de la forêt. Le silence régnait dans la pièce. Puis une voix du fond s'est élevée. « Je suis le docteur Rebecca Foster, conseillère scientifique de la Maison-Blanche. On m'a demandé d'observer la situation et de faire mon rapport au président. » Elle s'est avancée vers l'avant de la pièce et a regardé Kalin droit dans les yeux. « Pouvez-vous me montrer où vit votre peuple ?» Kalin a hésité, puis a hoché la tête. « Si vous promettez de les protéger, pas les chasser, pas les étudier comme des animaux,
les protéger comme des personnes. S'ils sont comme vous, a dit le docteur Foster, alors ce sont des personnes et ils méritent la protection de la loi fédérale. Le lendemain, un transport militaire nous a emmenés dans les montagnes des Cascades. Kalin nous a guidés, toujours entravé par des liens qu'il aurait pu briser à tout moment, mais qu'il a choisi de ne pas faire au cœur d'une forêt primaire où les humains s'aventuraient rarement. Après des heures de marche, nous l'avons entendu, un appel long et plaintif, résonnant à travers les arbres. Kalin a répondu par son propre appel. Ils sont sortis de la forêt comme des ombres qui se matérialisaient. 5 d'entre eux d'abord, puis d'autres. 20 au total. Des adultes et des jeunes, nous observant avec le même mélange de peur et d'espoir que j'avais vu dans les yeux de câlins des familles, se serrant les unes contre les autres, prêtes à fuir ou à se battre, mais choisissant de faire confiance. Une femelle âgée s'est approchée, massive et digne. Elle a regardé Kalin puis nous et a parlé dans leur langue. Kalin a traduit. Elle est l'ancienne. Elle demande si j'apporte l'espoir ou la mort. L'espoir, a dit fermement le docteur Foster. Dites-lui que nous venons en paix, dites-lui que nous voulons aider. Ce qui a suivi fut la négociation diplomatique la plus remarquable de l'histoire de l'humanité. Pendant 3 jours dans cette forêt, avec Kalin et d'autres Saskat parlant anglais pour traduire, nous avons élaboré un accord. Le gouvernement fédéral établirait des territoires protégés. Les Saskat seraient reconnus comme des personnes autochtones, jouissant de la plénitude des droits de l'homme. En échange, ils nous aideraient à comprendre comment vivre de manière plus durable, comment lire les signaux d'alarme dans la nature que nous avions oubliés, comment voir, le docteur Foster s'est tourné vers les responsables militaires. Messieurs, je recommanderais au président de classifier toute cette situation sous une nouvelle catégorie de statut protégé. Ces individus seront désignés comme des personnes autochtones, avec toutes les protections des droits de l'homme. C'était il y a 33 ans. Le monde connaît maintenant les Saskat. L'affaire a éclaté en 1994, après 2 ans de travail diplomatique minutieux. Il y a eu de la panique au début, du déni, puis lentement, l'acceptation. La réserve de Swiftwater a été créée en 1995, 25 000 km² de forêt primaire protégée dans les Cascades. D'autres réserves ont suivi. La population s'est stabilisée à environ 200 individus. Ce n'est pas assez pour une viabilité génétique à long terme, mais c'est mieux que les 60 que nous craignions. Les scientifiques Saskat, oui, ils ont des scientifiques maintenant. Des membres de la jeune génération qui ont appris les systèmes de connaissances humains tout en maintenant leur propre sagesse traditionnelle, travaillent avec des biologistes humains sur des programmes de conservation. Kalin est mort en 2019 à l'âge de 117 ans. J'étais là quand il est parti, dans une chambre d'hôpital spécialement modifiée pour sa taille. Ses derniers mots pour moi furent « Tu as tenu ta promesse, Daniel. Tu as montré que les humains peuvent choisir la compassion. Merci. » J'ai 66 ans maintenant. J'ai pris ma retraite du FBI en 2013, mais je n'ai jamais vraiment cessé de travailler avec le peuple Saska. Je siège au conseil d'administration du Conseil humain Saska. J'aide à la médiation des différends. Je plaide pour des protections étendues. Ma fille travaille comme biologiste de la faune dans l'une des réserves, étudiant comment le savoir écologique traditionnel Saskat peut éclairer les pratiques de conservation. La révélation que Kalin a partagée avec moi cette nuit-là, la chose si dérangeante qu'elle fut classifiée au plus haut niveau, ne concernait pas le fait que l'humanité soit mauvaise ou condamnée. C'était plus simple et plus profond que cela. Kalin m'a dit que les Saskat avaient un dicton. La valeur d'un peuple ne se mesure pas à ce qu'il peut détruire, mais à ce qu'il choisit de protéger. Pendant des milliers d'années, en observant l'humanité se répandre sur le globe, les Saskat ont cru que nous avions échoué à cette mesure.
Nous avons choisi la destruction plutôt que la protection, la conquête plutôt que la coexistence. Mais Kalin a parié que l'humanité pouvait changer, que nous pouvions regarder quelque chose de fondamentalement autre que nous-mêmes et choisir de le protéger plutôt que de le détruire. La partie terrifiante, c'est que nous avons failli ne pas le faire. Nous sommes passés à quelques heures de disséquer Kalin, à quelques minutes d'une confrontation militaire qui se serait terminée par un massacre. Nous étions si près de prouver que le pari de Kalin était faux. Ce qui nous a sauvés, ce n'est pas une moralité supérieure. Ce sont des choix individuels. Le docteur Martinez se battant pour l'intégrité scientifique, le colonel Hendricks faisant confiance à mon jugement, le docteur Foster voyant des personnes au lieu de spécimens, moi croyant que cet être méritait la compassion. La révélation de Kalin était la suivante. Le plus grand danger de l'humanité n'est pas que nous soyons intrinsèquement mauvais, mais que nous soyons capables à la fois d'une immense compassion et d'une immense cruauté. Et la différence entre les deux n'est rien de plus qu'un choix. Des choix individuels répétés par des millions de personnes, créant soit un monde de destruction, soit un monde de coexistence. Nous faisons encore ces choix chaque jour. La population Sasquatch est stable mais fragile. Le changement climatique s'accélère. Les pressions sur leur habitat persistent. Mais il y a aussi des gens, de plus en plus chaque année, qui choisissent différemment, qui voient les Sasquatch comme des professeurs, des voisins, des compagnons de voyage sur cette planète, qui comprennent que leur survie et la nôtre sont étroitement liées. Je pense chaque jour à cette transcription classifiée. Non pas à cause de ce que Kalin a révélé sur la nature de l'humanité, mais à cause de ce que notre réponse a révélé sur notre potentiel. On nous a donné le choix entre la peur et l'espoir, entre la violence et la compassion. Et pour une fois, de justesse, nous avons fait le bon choix. La question que Kalin m'a laissée est de savoir si nous pouvons continuer à faire le bon choix. Si cette nuit de septembre 1992 était une aberration ou un tournant, si l'humanité peut vraiment évoluer au-delà de ses pires instincts. Je ne connais pas la réponse, mais je sais que quelque part dans les forêts des Cascades, de jeunes Sasquatch apprennent à parler à la fois leur langue ancestrale et l'anglais. Je sais que des enfants humains et Sasquatch grandissent en ayant conscience les uns des autres, curieux les uns des autres. Et je sais que le pari de Kalin valait la peine d'être tenté, car l'alternative, un monde où nous l'aurions disséqué et conduit son peuple à l'extinction, ça aurait été la véritable horreur. C'est la vérité que je devais dire avant de mourir, non pas que l'humanité soit condamnée, mais que nous ne sommes toujours qu'à un choix de la rédemption ou de la damnation. Et que parfois, si nous sommes très chanceux et très courageux, nous choisissons la rédemption. Les Sasquatch sont toujours là, ils nous observent encore, espérant toujours que nous continuerons à choisir avec sagesse. Et moi aussi.